Merci beaucoup. On manque un petit peu de temps, du coup on va passer directement à la session suivante avec le docteur Liberati qui va nous parler de la prise en charge médicale de la dysfonction érectile. Donc on va enchaîner avec le traitement médical. Je pense que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. On va rentrer dans le détail un peu des différents traitements. Mais pour commencer, il faut savoir que les mots que vous allez choisir pour pouvoir parler des traitements vont avoir un impact très important sur l'efficacité de ceux-ci. Parfois, le patient il vient pour se rassurer plus qu'autre chose. Donc lui donner une information sexuelle de comment ça fonctionne dans le détail, c'est hyper important. Et ça prend un temps important de leur préciser comment fonctionne l'érection, comment fonctionnent les pannes, qu'est-ce qui empêche une érection de se développer correctement. Beaucoup de patients sont dans le fantasme de la tension. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer, il faut se figer, pour que l'érection se passe bien, il faut une relaxation au contraire, il faut que les vaisseaux s'ouvrent. Donc ça prend du temps de leur expliquer la respiration, l'importance d'arriver au moment du rapport de manière détendue et que ça ne se commande pas et que parfois ça s'apprend. Leur parler de l'évolution de leur sexualité avec l'âge. Parfois il y a un fantasme d'une sexualité d'avant qui était chez certains patients qui sont dans la performance, qui n'arrivent plus à avoir exactement comme ce qu'ils avaient avant et qui essaient de retrouver un âge d'or qui n'existe plus. Expliquer le rôle de l'adrénaline quand on est un peu tendu, un peu stressé, on a un spasme des artères péniennes et qu'on ne peut pas avoir une bonne érection si on a peur, si on est anxieux, si on est stressé. Donc ce rôle-là de réassurance, de dédramatisation, c'est très important pour d'une part diminuer la part liée à l'anxiété de performance et ça va bien sûr avoir un rôle sur le traitement en général. Alors, ça c'est l'une des parties du traitement qui prend le plus de temps pour moi en ce moment. C'est de passer du temps avec eux pour expliquer ce qui ne va pas dans leur vie et comment on va essayer d'améliorer ça pour avoir un impact global, mais un impact certain sur l'érection. Donc je leur ai dit souvent que voilà, un gars qui marche 1 heure par jour, il a une meilleure érection qu'un gars qui ne marche pas 1 heure par jour. Et ça a été démontré, que le tabac est un énorme ennemi de l'érection, qu'on a une vasoconstriction périphérique, qu'on a un rôle négatif sur les vaisseaux, que la graisse abdominale va avoir un impact certain sur la tension, le diabète, le cholestérol et sur l'érection. Et donc s'ils ne perdent pas leur ventre, ils n'auront pas un traitement étiologique, ils n'auront pas un traitement sur la cause de leur problème d'érection, parce que la plupart des patients qu'on voit, en tout cas dans mon activité, ce sont des patients qui ont un syndrome métabolique évident, hein, et ils n'ont pas forcément fait le lien entre les deux. Après, je ne rentre pas dans les détails dans les régimes alimentaires, mais je passe beaucoup de temps sur l'effort. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on en a parlé plusieurs fois. Parfois, le traitement est à revoir, et c'est toujours avec l'accord du médecin prescripteur. Je trouve que c'est particulièrement difficile avec les antidépresseurs parce que est-ce que l'érection a été déjà impactée par la dépression avant la mise en place du traitement? Est-ce que ça s'est empiré au moment de la mise en place? Donc ça, c'est particulièrement difficile de choisir sans l'accord du psychiatre. Concernant les antipsychotiques, je pense qu'on peut prendre en charge ces patients s'ils sont très bien équilibrés sur le plan de la psychose, s'ils sont en couple, s'il y a un accord avec le médecin qui le suit, de les traiter bien sûr, même s'ils sont psychotiques et bien équilibrés. Alors on va aborder directement le gros morceau qui sont les IP2E5. Ce sont des traitements par voie orale de première intention, c'est le traitement de choix. On doit se poser la question de quel traitement on va choisir en fonction du couple, en fonction des habitudes sexuelles, de la fréquence des rapports. Il y a des traitements qui se prennent à la demande et des traitements qui se prennent en continu. Ces prescriptions d'IP2E5 doivent être entourées d'une prise en charge avec des conseils qui améliorent grandement l'efficacité du traitement. Il faut bien sûr s'assurer qu'ils ont bien compris comment ça fonctionnait, que c'est un facilitateur de l'érection et que ça ne va pas provoquer une érection s'ils ne sont pas excités et s'il n'y a pas d'environnement favorable.
Cette prescription doit être encadrée avec l'explication du temps avant le rapport, combien de temps avant il faut qu'ils le prennent. Ça dépend bien sûr des molécules. Il faut qu'ils comprennent également qu'ils peuvent avoir des effets secondaires qui ne sont pas rares, mais qui ne sont pas dangereux. Donc, quand ils ont les bouffées vasomotrices, quand ils ont le reflux gastro-œsophagien, les douleurs musculaires, il faut qu'ils soient prévenus que ça peut apparaître, que ce n'est pas rédhibitoire, que ça n'empêche pas forcément d'avoir un rapport. Parfois, c'est très intense et bien sûr, on doit changer de molécule dans ces cas-là. J'ai des patients qui ont eu, c'est assez rare, mais des douleurs très importantes qui durent plusieurs jours, des douleurs musculaires. Les effets les plus fréquents, c'est surtout cette sensation de chaleur du visage qui est presque constante. Et les patients la plupart des patients ne se plaignent pas, et le bénéfice du traitement compense souvent largement ces petits effets secondaires. Il faut qu'ils essayent plusieurs fois. Le premier traitement. Alors il faut aussi dégager cette histoire il faut pouvoir éliminer l'enjeu majeur du nouveau traitement qui va régler les problèmes. S'il s'attend et que ça change tout et que ce soit merveilleux dès le départ, ça ne va pas bien marcher. Il faut leur dire qu'il faut essayer plusieurs fois, d'essayer au moins une dizaine de fois avant de pouvoir se trancher, savoir si ça ne marche pas. Le Vitaros, donc ce sont ce gel qu'on va mettre dans l'urètre. C'est pareil, si vous prescrivez ça juste comme ça ne marche pas très bien. Chez les patients qui ont des IPD5 qui ne marchent pas, le traitement par Vitaros peut toujours être essayé avant les injections intracaverneuses. Il faut leur montrer le geste. Il faut vraiment mettre à l'intérieur, contrairement à ce qui est marqué sur la notice, il faut être vraiment à l'intérieur de l'urètre. Il faut s'appuyer sur le méa pour éviter que le produit ne sorte. Ça met du temps, c'est plus de 2 minutes qu'il faut tenir comme ça. Et ça nécessite une stimulation manuelle. L'érection ne va pas démarrer tout seul, contrairement avec les injections intracaverneuses. Donc il faut qu'il se masturbe pour que l'érection démarre. On a eu des problèmes de tolérance, notamment au niveau de l'urètre, avec des brûlures, parfois qui empêchent d'avoir une érection correcte. Il y a des patients qui ne sentent rien, des patients qui ont une brûlure qui empêche complètement le rapport. Il y a une histoire de dosage aussi, même si ce n'est pas dans les recommandations. J'ai pas mal de patients qui ont doublé les doses, parfois spontanément, parfois sous mes conseils, et qui, quand ils font 2 doses de Vitaros, ils ont une érection qui est bien meilleure. Donc c'est hors MM, mais les patients on peut faire une escalade de doses. Voilà, je vais passer à la suivante. Et la fin, c'était sur la partenaire. Il y a une histoire sur si la partenaire est en âge de procréation, il faut une protection, il ne faut pas qu'il ait un contact avec le gel, etc. Alors, l'autre traitement qu'on utilise beaucoup chez les patients polyvasculaires, c'est les DEX, c'est l'injection intracaverneuse. Les indications, je ne vais pas y revenir, vous avez vu dans quel cadre c'était remboursé. Ils peuvent être bien sûr donnés à des patients qui ne sont pas remboursés à 100%, mais ils auront une part du coup à payer, ça sera de leur poche. Les effets secondaires sont plutôt modérés. On a quelques douleurs qui sont plutôt rares à l'injection. Je trouve que ce qui est le plus délicat, c'est l'apprentissage de comment bien se piquer. Donc on fait toujours une première injection avec eux, et c'est eux qui se piquent pour voir s'ils sont capables de se piquer. On doit parfois contourner des choses, des problèmes de vue, un ventre trop important. Parfois c'est la partenaire qui pique. Donc il faut pouvoir s'entourer de précautions pour être sûr qu'ils se piquent au bon endroit. J'ai des patients qui reviennent et qui disent ça marche pas votre truc, et quand je demande de montrer comment ils se piquent, on se rend compte qu'ils se piquent mal, qu'ils se piquent dans l'urètre. Donc il faut parfois refaire plusieurs fois l'injection avec eux jusqu'à ce que ça rentre. Il y a une position qui est privilégiée pour pouvoir se piquer. On peut bien sûr adapter les doses, et ça c'est le grand avantage de ces traitements. On peut commencer avec des toutes petites doses et avoir une escalade de doses avec des doses beaucoup plus importantes. On commence toujours très faible. Je leur explique que la première injection c'est pour apprendre à se piquer, c'est pas pour avoir une bonne érection, et que c'est à la maison qu'ils vont augmenter les doses de manière progressive jusqu'à trouver une dose idéale, c'est-à-dire celle qui permet une bonne érection avec une rigidité suffisante pour la pénétration, mais qui ne dure pas trop longtemps. Et ils sont prévenus du risque de priapisme et de la nécessité de diminuer la dose si ça dure. Moi, je leur dis de viser un peu moins d'1 heure si possible. J'ai certains patients qui ont 2 heures d'érection sans aucune douleur, ça ne pose pas trop de problème, mais au-delà de 2 heures, il y a un risque de priapisme. Et bien sûr, si ça dépasse 4 heures, il faut bien sûr consulter en urgence pour un traitement adapté. C'est très rare. J'ai le souvenir de 2 priapismes en 9 ans d'exercice. Je ne sais pas si tu en as beaucoup, Antoine, on verra ça.
Ensuite, en cas d'échec de l'EDEX, qui est assez rare, on a les traitements bien sûr chirurgicaux. On leur propose toujours le vacuum. Le problème du vacuum, c'est qu'il y a un problème d'acceptation. En France, il n'y a pas beaucoup de patients. Moi, je dois voir quelques patients qui sont sous vacuum. Je ne sais pas si tu arrives à en mettre beaucoup de patients sous vacuum. Il faut prendre le temps de leur montrer, d'installer l'appareillage avec eux. Les érections sont un peu étranges parce que c'est une érection passive par dépression. Il y a une espèce de... La verge est un peu froide, un peu bleutée. Il y a le désagrément de la mise en place de l'anneau qui empêche donc le sang de partir de la verge, avec une compression à la base de la verge qui peut être mal tolérée au niveau notamment de l'urètre. Les effets secondaires sont minimes, c'est quelques pétéchies parfois. Ça nécessite donc un apprentissage. J'ai quelques patients qui étaient hyper contents de passer au vacuum parce qu'ils ne supportaient plus de se piquer. Et donc ils ont trouvé cette solution intéressante, mais c'est assez rare qu'on puisse le maintenir. On peut proposer en association des traitements pour l'érection, des traitements hormonaux en cas de signes avérés de hypoandrogénie. C'est plutôt rare, l'association entre dysfonction érectile et hypoandrogénie, selon les études, c'est entre 1 et 30%. Il faut avoir les signes cliniques et biologiques pour pouvoir instaurer un traitement par testostérone. Il y a un bilan pré-traitement, il y a un suivi qui se fait de manière chronique ensuite avec des bilans réguliers pour savoir si c'est bien toléré le traitement et si ça marche bien. Donc c'est une prise en charge qui est multimodale en conclusion. Le choix se fait en fonction de la cause du trouble de l'érection, de sa sévérité, de la durée du trouble. Il faut bien sûr coopérer avec les autres spécialités en prenant en compte l'environnement du patient, avec un taux de succès qui est assez important. Je dis souvent aux patients, on va probablement arriver à traiter votre problème d'érection. Ce n'est pas compliqué à traiter. Et la satisfaction est partagée par le médecin et par le malade qui se trouve du coup amélioré de ce trouble qui est très fréquent. Voilà. Merci. Alors, qui prescrit des traitements pour l'érection? Oui, bonjour. Une petite question. Sur Maurice, on voit beaucoup de molécules qui sont des génériques du sildenafil. Camagra, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre expérience? Personnellement, je suis récent à Maurice et je trouve qu'il y a une bonne moitié des patients qui sont sensibles à cet actif et d'autres moitiés, il n'y a pas d'effet thérapeutique. Je pense que quand c'est bien fait et que ça vient d'Inde, ça marche pareil. On avait beaucoup à La Réunion à une époque quand les traitements n'étaient pas génériqués. Donc il y avait sous le manteau pas mal de choses qui passaient et ça marchait à peu près de manière équivalente au Viagra à l'époque. Alors là, j'en vois beaucoup moins. Peut-être qu'Antoine a cette expérience-là des produits génériques. Puisque j'ai parlé avec des médecins notamment de chez Pfizer et de chez Lilly qui analysaient systématiquement les génériques. Alors je ne parle pas ceux qu'on a à Maurice, mais enfin ceux qu'on a en métropole, que 60-70% avaient le principe actif, mais par contre à des doses très variables. Voilà. C'est mal dosé. Simple, voilà, très mal dosé, avec un excipient qui parfois avait des amphétamines en plus, de l'encre d'imprimerie pour faire le bleu du Viagra ou le jaune du Cialis, et que c'était plutôt l'excipient qui posait problème plutôt que le principe actif qui, la plupart du temps, à dose variable, était présente. Et que c'était pour cette raison-là qu'il fallait quand même entre guillemets méfier, d'autant que maintenant le sildenafil et le tadalafil sont génériques en France. Après, générique indien, ça je ne sais pas. Que conseillez-vous? Il faut, au moment où vous initiez le traitement, pour une question de prix, est-ce que vous encouragerez, quand les patients n'ont pas trop les moyens, de prendre les vraies molécules qu'on connaît, ou bien on peut les introduire ou commencer un traitement avec ces génériques? Après, ça dépend du patient. Et les patients me disent « je ne veux pas le générique ». Donc à ce moment-là, ça règle le problème. Mais souvent, ces patients-là, ils changent d'avis quand ils voient le prix. C'est-à-dire que pour le trouble de l'érection, ils veulent le générique, et pour les autres, ils ne veulent pas. Moi, je m'adapte plutôt à son rythme de vie. Par exemple, si le patient est célibataire, l'heure du rapport va être difficile à gérer. Quand c'est un couple qui a l'habitude et qui savent exactement comment ça se passe, on peut donner un traitement à la demande. Je prescris beaucoup de traitements en continu, surtout au début pour savoir si ça va marcher vraiment ou pas.
Si vous ne voulez pas dépendre de l'heure de la prise, des expériences du patient, si vous voulez savoir si ça marche vraiment, vous pouvez donner pendant 3 mois un traitement continu et voir comment ça se passe. Je ne sais pas si tu as pris cette habitude-là. Oui, je crois que c'est important, le script sexuel, sa façon dont il marche. Puis comme ici, on est dans un public qui va traiter beaucoup de patients organiques, faites attention au marketing des IPDE5. Ça marche à 20 minutes, ça marche à 30 minutes, vous avez des faux échecs, parce que le type, 30 minutes pétant plus tard, ça doit être bon. Or, par exemple, si on prend le Cialis, le tadalafil, la fourchette d'efficacité maximale pharmacologique quand c'est à la demande, c'est 3 à 5 heures après. Donc s'il est très organique, très diabétique, très hypertendu, très tout ça, ben, on a un petit peu plus de chances que ça marche dans la fourchette d'efficacité maximale, entre 1 et 2 heures pour les IPDE5 à la demande et entre 3 à 5 heures, par exemple, pour le tadalafil. Donc c'est important, comme tu disais, d'adapter au script sexuel, à l'écologie sexuelle du patient et du couple. Mais oui, je prescris essentiellement des génériques maintenant parce que le prix était vraiment un frein à la prise du traitement, en tout cas à La Réunion. Dernière question. Petite. Allez, une petite. Alors, à quel moment vous considérez qu'il faut passer à l'autre option thérapeutique? À quel moment, au bout de combien de temps ou à quel dosage? Après le traitement oral, vous voulez dire? Oui, voilà. Vous définissez que c'est un échec. Je discute avec le patient. Oui. Je propose une molécule, peut-être une deuxième. On ne va pas toutes les essayer parce qu'on sait que ça va avoir à peu près le même effet. S'ils ont un traitement vasculaire très net, parfois je passe d'emblée à une injection intracaverneuse. Souvent, ils ont déjà eu avec le médecin traitant un traitement par voie orale. Et ça n'a pas marché. Association, non. Ah, vous voulez dire Vitaros? J'ai commencé à bricoler un peu comme ça. Et chez certains patients, ça peut aider. C'est-à-dire que quand ils prennent, quand ils font leur Vitaros, ils ont pris parfois un traitement par sildenafil avant, c'est possible. Les recos officiels, c'est au moins 6 à 8 prises et au moins on va essayer 2 IPDE5. C'est les recos officiels. Ouais, à dose maximum. Tu as associé, toi? Ça m'arrive d'associer quand ils ont essayé chaque option Ils m'ont dit c'est moyen, c'est pas encore ça, et peut-être... Voilà, ça fait un peu du bricolage de la cuisine, mais pour certains, ça les sort de l'ornière. Voire même avec du vacuum en plus et tout ce que tu veux, quoi.